La vendeuse de glace fut expulsée du parc pour pollution visuelle, mais le millionnaire vit la photo collée sur le chariot. C'était une photo de lui avec sa fille lors d'un jour comme celui-là, il y a 18 ans. Le soleil d'octobre filtrait à travers les feuilles dorées du parc des Buttes Chaumont, créant une mosaïque de lumière et d'ombre sur les allées pavées. Élodie Martin poussait sa carriole colorée le long du sentier principal, ses roues grinçant doucement sur le gravier. À 27 ans, elle avait ce regard fatigué de ceux qui connaissent trop bien la précarité, mais ses yeux verts gardaient encore cette étincelle qui refuse de s'éteindre. « Glaces artisanales », lança-t-elle d'une voix claire, bien que son accent trahisse ses origines normandes. « Vanille bourbon, chocolat noir, fraises des bois. » Quelques promeneurs s'arrêtaient parfois, attirés par les couleurs vives de sa carriole et l'odeur délicieuse qui s'en échappait. Élodie avait appris à fabriquer ses glaces avec Solange, sa mère adoptive, décédée 6 mois plus tôt d'un cancer fulgurant. Chaque recette était un souvenir, chaque parfum une larme retenue. « Combien la boule ?» demanda une mère de famille, tenant son petit garçon par la main. « 3 € la boule. »« Madame, 5 € les deux. » C'était cher pour une glace de rue, mais Élodie utilisait des ingrédients de qualité. Solange lui avait toujours dit « Ma chérie, même dans la galère, on garde sa dignité. On fait les choses bien ou on ne les fait pas. » L'enfant choisit la fraise des bois. Ses yeux brillants d'excitation, Élodie lui tendit le cornet avec un sourire authentique. Ces moments-là rendirent tout le reste supportable. La mère paya avec un billet de 5 € et s'éloigna sans attendre la monnaie. Un petit miracle dans une journée qui s'annonçait difficile. De l'autre côté de la rue, dans les bureaux feutrés de Delacroix Immobilier, François Delacroix se tenait devant sa baie vitrée, une tasse de café à la main, à 52 ans. Il avait ce port altier des hommes habitués à commander. Mais son regard portait une mélancolie que ni l'argent ni le pouvoir n'avaient pu effacer. Monsieur Delacroix, sa secrétaire Madame Dubois, se tenait sur le seuil. « Votre rendez-vous de 15 h est arrivé. » François hocha la tête sans détourner les yeux du parc. Il observait cette scène quotidienne depuis des semaines. La jeune femme aux cheveux châtains qui vendait des glaces, sa grâce naturelle malgré la fatigue, sa façon de sourire aux enfants. Quelque chose en elle lui rappelait « Mais quoi ? Faites-le patienter 5 minutes », murmura-t-il. Élodie comptait ses maigres gains de la matinée, à peine 40 €, quand elle aperçut les uniformes bleu marine qui se dirigeaient vers elle. Son cœur se serra. Les gardiens du parc. Encore. « Mademoiselle, vous n'avez pas l'autorisation de vendre ici », déclara le premier garde, un homme corpulent au visage fermé. « Mais enfin, je dérange personne », protesta Élodie, sentant la colère monter. « Je vends juste des glaces. Je ne fais pas de bruit. Je ne salis pas. Vous détériorez l'image du quartier », coupa le second garde, plus jeune mais tout aussi inflexible. « Les résidents se plaignent. Ce parc, c'est pas un marché. » Élodie serra les poings, l'image du quartier, comme si sa simple présence était une tache sur le décor bourgeois. Elle savait que ces résidents n'étaient autres que les promoteurs immobiliers qui transformaient Paris en terrain de jeu pour millionnaires. « J'ai le droit de travailler », s'exclama-t-elle, sa voix tremblant de rage contenue. « Pas ici, mademoiselle, allez, circulez !» Le garde le plus âgé fit un geste vers sa carriole. Élodie recula instinctivement, protégeant ses glaces comme un trésor. Sur le côté de la carriole, protégée par une pochette plastifiée, se trouvait une photographie jaunie, elle-même, enfant, aux côtés d'un homme élégant en costume sombre. Solange n'avait jamais voulu lui expliquer qui était cet homme, se contentant de dire que c'était un ami de la famille d'avant. « Vous avez 10 minutes pour débarrasser le plancher », menaça le garde. L'humiliation brûlait dans la gorge d'Élodie, elle qui essayait simplement de survivre, de faire quelque chose de beau avec les recettes de Solange, de donner un peu de joie qu'aux passants. Mais pour ces gens, elle n'était qu'une indésirable qui souillait leur précieux paysage. François, toujours à sa fenêtre, observait la scène avec un agacement croissant. Ses gardiens étaient trop zélés. La jeune femme ne faisait de mal à personne. Au contraire, ses glaces semblaient délicieuses, et elle apportait une touche de vie à ce parc parfois trop figé. Il s'apprêtait à détourner le regard quand quelque chose le figea sur place. La photographie sur la carriole, même à cette distance, même à travers le verre, il la reconnut instantanément. Son cœur s'arrêta de battre. C'était impossible, absolument impossible. Ses jambes se mirent à trembler. Cette photo,
Il en avait une copie identique dans son coffre-fort, prise 18 ans plus tôt dans ce même parc. Lui et Clara, sa petite fille de 9 ans, lors de leur dernière sortie ensemble avant que sa vie ne bascule dans l'enfer. « Mon Dieu !» murmura-t-il, laissant tomber sa tasse qui se brisa sur le sol. En bas, Élodie rassemblait ses affaires à la hâte, la rage au ventre. Elle remballait ses glaces avec des gestes brusques. Pestant contre l'injustice de ce monde où l'argent dictait qui avait le droit d'exister et qui devait disparaître. « Solange, tu m'avais dit que Paris serait différent », murmurait-elle en rangeant soigneusement la photographie. « Tu m'avais dit qu'ici, je trouverais ma place. » Sa mère adoptive avait insisté pour qu'elle revienne à Paris dans ces derniers mois. « Il faut que tu rentres à la maison, ma chérie », répétait-elle dans son lit d'hôpital. « Il faut que tu retrouves tes racines. » Mais quelles racines ? Élodie ne connaissait rien de Paris, rien de sa véritable famille. Solange avait toujours été évasive sur le passé, comme si elle portait un secret trop lourd pour être partagé. François dévala les escaliers de son immeuble, le cœur battant la chamade. Il fallait qu'il la voie de près, qu'il observe cette photographie. 18 ans qu'il cherchait sa fille, 18 ans qu'il explorait toutes les pistes, engageait les meilleurs détectives privés, suivait le moindre indice. Et si elle était là, à quelques mètres de son bureau, vendant des glaces sous ses fenêtres, mais quand il arriva sur le trottoir, essoufflé et fébrile, la carriole colorée avait disparu. Il ne restait que quelques traces de roues sur le gravier et l'écho lointain d'une mélodie qu'Élodie fredonnait en s'éloignant. Une berceuse qu'il avait lui-même composée pour Clara, une mélodie que personne d'autre ne connaissait. François resta planté au milieu de l'allée, le souffle court, les poings serrés. Il venait peut-être de laisser passer la chance de sa vie. Mais non. Il n'abandonnerait pas cette fois. Il la retrouverait. Cette mystérieuse vendeuse de glaces aux yeux verts, il la retrouverait, et il découvrirait enfin la vérité. Élodie, elle, s'éloignait vers les rues adjacentes, traînant sa carriole sur les pavés inégaux. Elle ne savait pas qu'elle venait de croiser le regard de l'homme qui la cherchait depuis 18 ans. Elle ne savait pas non plus que sa vie allait changer à jamais. Dans sa poche, son téléphone vibra. Un message de l'agence d'intérim. Poste de nettoyage de nuit disponible. Secteur Butte-Chaumont. Intéressé. François remonta lentement vers son bureau, ses jambes encore tremblantes de l'émotion. Cette mélodie, il l'entendait encore résonner dans sa tête, cette berceuse qu'il avait inventée pour Clara quand elle était petite et qu'elle faisait des cauchemars. Comment cette inconnue pouvait-elle la connaître ? Il s'effondra dans son fauteuil de cuir, ignorant complètement son rendez-vous qu'il attendait depuis 20 minutes. D'un geste fébrile, il ouvrit le tiroir secret de son bureau et en sortit une clé dorée. Le coffre-fort mural s'ouvrit avec un déclic familier, révélant des liasses de documents, des contrats, et cette boîte en velours rouge qu'il n'avait pas ouverte depuis des mois. Ses doigts tremblaient en soulevant le couvercle. La photographie était là, identique à celle qu'il venait d'apercevoir sur la carriole. Lui et Clara, 9 ans, souriant dans ce même parc des Buttes-Chaumont. C'était un dimanche de printemps. Ils venaient de partager une glace à la vanille. Clara portait sa petite robe bleue à fleurs, celle qu'elle préférait. « Papa, regarde !» avait-elle dit en montrant les canards sur le lac. « Ils nagent en famille, comme nous, comme nous. » Si seulement elle avait su qu'ils n'avaient non plus que quelques heures ensemble. Le lendemain matin, Clara avait disparu, enlevée sur le chemin de l'école, sous les yeux impuissants de sa gouvernante Hélène qui prétendait avoir été assommée par les ravisseurs. L'enquête piétinait, les pistes se multipliaient sans aboutir. Et Marguerite, sa femme, n'avait pas supporté, 3 mois après la disparition, elle s'était jetée du balcon de leur appartement du 16e arrondissement. François ferma les yeux, revivant cette période cauchemardesque, les nuits blanches, les fausses pistes, les appels anonymes réclamant des rançons qui ne menaient nulle part. Il avait remué ciel et terre, engagé les meilleurs détectives privés d'Europe, offert des récompenses astronomiques. Rien. Clara s'était volatilisée comme si elle n'avait jamais existé. À quelques kilomètres de là, Élodie garait sa carriole devant son minuscule studio de Belleville. L'humiliation de la matinée lui brûlait encore la gorge. Elle détestait cette sensation d'impuissance, ce sentiment d'être constamment jugée, rejetée. Pourtant, Solange lui avait répété jusqu'à son dernier souffle. « Tu vaux mieux que ça. Ma chérie, ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. »
Elle monta les 4 étages en traînant sa glacière portative, ses muscles endoloris par l'effort quotidien. Son appartement de 20 mètres carrés sentait encore la lavande, ce parfum que Solange adorait, 6 mois après sa mort. Élodie n'arrivait toujours pas à se défaire de cette odeur qui lui rappelait leur petite maison de Normandie. Sur la table de nuit, la photographie mystérieuse trônait dans son cadre usé. Solange avait toujours refusé d'expliquer qui était cet homme élégant qui posait à côté d'elle enfant. Un ami de la famille d'avant, disait-elle invariablement, les yeux fuyants. Ça n'a plus d'importance maintenant. Mais ça en avait pour Élodie, depuis toujours. Elle se sentait incomplète, comme si une partie d'elle-même était restée dans cette photo jobie qui était cet homme. Pourquoi Solange devenait-elle si triste quand elle regardait cette image? Et surtout, pourquoi avait-elle déménagé si souvent quand elle était petite, changeant de ville tous les 2 ou 3 ans? Son téléphone sonna, la tirant de ses pensées. L'agence d'intérim. Élodie, c'est Madame Ferrand. Vous êtes intéressée par le poste de nettoyage de nuit, c'est dans le quartier des Buttes-Chaumont. Un immeuble de bureaux. Élodie hésita, retournée dans ce quartier qui l'avait humiliée quelques heures plus tôt. Mais elle avait besoin d'argent. Ses économies fondaient, comme neige au soleil. Et les ventes de glace ne suffisaient pas. Quels horaires? 22h à 5h du matin. Du lundi au vendredi, 15 € de l'heure. Vous commencez demain si ça vous va. 15 €, c'était mieux que rien. D'accord, j'accepte. François, lui, n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Il avait annulé tous ses rendez-vous, incapable de penser à autre chose qu'à cette mystérieuse vendeuse de glace. Il appela Marcel Dubois, le détective privé qui travaillait pour lui depuis 15 ans. « Marcel, j'ai besoin que tu me retrouves quelqu'un, une jeune femme, 25 à 30 ans, cheveux châtains, yeux verts. Elle vend des glaces artisanales au parc des Buttes-Chaumont. Une piste sur Clara ?» demanda immédiatement le détective. François marqua une pause. Combien de fois avait-il cru tenir enfin la bonne piste? Combien de déceptions avait-il enduré? Peut-être, je veux tout savoir sur elle. Nom, adresse, famille, tout. Entendu, patron, je m'y mets dès maintenant. Le soir tombait sur Paris quand Élodie enfila sa tenue de travail. Jeans délavés, baskets usées, pullover gris. Elle n'avait jamais fait de ménage dans des bureaux, mais ça ne devait pas être sorcier. Un travail, c'était un travail. L'immeuble de la rue Manin était imposant, tout en verre et acier. 15 étages de bureaux modernes, où s'affairait le jour des cadres en costume-cravate. Élodie présenta ses papiers au vigile et reçut son badge d'accès. « Vous commencez par le 15e étage », lui expliqua Fatima, la responsable de l'équipe de nettoyage. « Bureau de direction, faites attention aux papiers sur les bureaux. Ne touchez à rien, ces gens-là sont pointilleux. » Élodie monta dans l'ascenseur. Son cœur se serrant comme toujours dans ces espaces clos, depuis l'enfance, elle avait cette phobie inexpliquée des ascenseurs, cette sensation d'étouffement qui la prenait dès que les portes se fermaient. Solange disait que c'était à cause d'un traumatisme de la petite enfance. Mais elle n'avait jamais voulu en dire plus. Les portes s'ouvrirent sur un couloir feutré aux moquettes épaisses. Au bout, une plaque dorée. François Delacroix, président directeur général. Élodie poussa la porte vitrée et découvrit un bureau immense, meublé avec un goût parfait. Derrière la baie vitrée, Paris scintillait dans la nuit. Elle commença par vider les corbeilles, épousseter les meubles, sur le bureau, des contrats immobiliers, des plans d'urbanisme. Cet homme brassait des millions, transformait la ville à sa guise. Un de ces puissants qui décidèrent du sort des petites gens comme elle, François, rentré chez lui dans son appartement du 16e, ne parvenait pas à dormir. Il tournait en rond dans son salon. Cette pièce où Marguerite et lui avaient été si heureux autrefois. Les murs étaient couverts de photos de Clara, ses premiers pas, son premier jour d'école, ses vacances en Normandie. La Normandie, pourquoi pensait-il soudain à cette région? Quelque chose dans l'accent de la vendeuse de glace, ce léger décrochement dans la prononciation qui trahissait les origines normandes. Il décrocha son téléphone et rappela Marcel. « Marcel, concentre tes recherches sur la Normandie. Je crois qu'elle vient de là-bas. Tu as une intuition. » Françoise hésita. Comment expliquer cette certitude irrationnelle qui l'habitait, cette conviction que sa vie venait de basculer, plus qu'une intuition, une certitude, au 15e étage de l'immeuble de la Croix? Élodie terminait le nettoyage du bureau présidentiel. En rangeant ses produits,
elle remarqua quelque chose d'étrange. Une tasse brisée derrière le bureau, comme si elle était tombée et qu'on avait oublié de la ramasser. Elle se baissa pour récupérer les morceaux. En se relevant, son regard croisa celui d'un homme sur une photographie posée sur l'étagère. Un cliché officiel, sans doute, mais quelque chose dans ce visage lui parut familier. Très familier, elle s'approcha de la photo, le cœur battant. François Delacroix, ce nom ne lui disait rien, mais ce visage, où l'avait-elle déjà vu? Ses yeux se posèrent alors sur une autre photographie, plus petite, dans un cadre en argent. Un homme et une petite fille dans un parc. L'homme ressemblait trait pour trait à celui de sa propre photo. Celle que Solange gardait si précieusement. Élodie sentit ses jambes se dérober sous elle. Élodie resta figée devant la photographie, ses jambes tremblant sous elle. L'homme sur le cliché. C'était exactement le même visage que sur sa propre photo, celle que Solange gardait comme un trésor. Mais comment était-ce possible? Qui était ce François Delacroix? Et surtout, quel lien avait-il avec son passé? Ses mains moites laissèrent échapper le produit nettoyant qui s'écrasa au sol dans un bruit sourd. Le liquide se répandit sur la moquette beige, mais Élodie n'y prêta aucune attention. Elle ne pouvait détacher son regard de cette photo qui bouleversait tout ce qu'elle croyait savoir de sa vie. « Solange », murmura-t-elle, « qu'est-ce que tu m'as caché ?» Le bruit de l'ascenseur la fit sursauter. Quelqu'un montait. En panique, elle se précipita pour nettoyer le produit renversé, tentant d'effacer les traces de sa maladresse. Quand les portes s'ouvrirent, Fatima apparut avec son trousseau de clés. « Ça va, Élodie, tu en fais une tête. »« Oui, j'ai juste renversé un peu de produit. » Fatima l'observa avec attention. « Tu es sûre que ça va? Tu es toute pâle. » Élodie hocha la tête, incapable de prononcer un mot de plus. Comment expliquer le tsunami émotionnel qui venait de la frapper? Comment dire qu'elle venait peut-être de découvrir un pan entier de son existence? François, dans son appartement, arpentait son salon comme un lion en cage. Les heures s'égrenaient sans qu'il parvienne à trouver le sommeil. Cette mélodie qu'il avait entendue, cette photographie entrevue, tout se mélangeait dans son esprit fiévreux. Et si c'était elle? Et si, après 18 ans de recherche vaine, Clara était enfin revenue vers lui? À 4 heures du matin, n'y tenant plus, il s'habilla et prit sa voiture. Il devait retourner au bureau, vérifier quelque chose dans ses dossiers, ou peut-être espérait-il secrètement croiser cette mystérieuse femme de ménage que son instinct lui soufflait d'engager. Élodie terminait son service quand elle entendit le ping de l'ascenseur au 15e étage. Son cœur bondit. À cette heure-ci, qui pouvait bien monter, elle jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte du bureau et aperçut une silhouette masculine dans le couloir. François Delacroix en personne, en jean et pullover. Bien loin de l'image officielle de ses photos, il semblait fatigué, les traits tirés, comme quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit. « Bonsoir », dit-il en la voyant. Sa voix était douce, presque hésitante. « Vous êtes la nouvelle ?» Élodie acquiesça, la gorge serrée. Cet homme qui hantait sa photo d'enfance se tenait là. À quelques mètres d'elle, elle chercha désespérément une ressemblance. Un signe qui pourrait expliquer cette troublante coïncidence. « Je suis François Delacroix. Merci pour votre travail. » Il l'observait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Ses yeux bleus semblaient la scruter, chercher quelque chose qu'elle ne comprenait pas. « Élodie Martin !» balbutia-t-elle. François sentit son cœur s'emballer. Cette voix, ce léger accent normand, et surtout, ce geste qu'elle venait de faire en se présentant. Elle avait machinalement repoussé une mèche de cheveux derrière son oreille droite, exactement comme Clara le faisait quand elle était timide. « Vous venez de Normandie ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton désinvolte. Élodie sursauta. Comment le savait-il? « Oui, de Deauville. Enfin, les environs. » François dut s'appuyer contre le chambranle de la porte. Deauville, il y avait une maison de vacances quand Clara était petite. Elle adorait la plage, les châteaux de sable, les promenades sur les planches. « Excusez-moi », dit-il précipitamment. « J'ai oublié quelque chose dans mon bureau. » Il s'enferma et sortit fébrilement son téléphone. « Marcel, réveille-toi. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose immédiatement. Une certaine Élodie Martin de la région de Deauville. Tout ce que tu peux trouver sur elle et sa famille. À 4 heures du matin, François. C'est urgent. Plus urgent que tout ce que j'ai pu te demander. » Élodie, de son côté, ne savait plus quoi penser. Cette rencontre nocturne, ce regard insistant. François Delacroix semblait la connaître.
ou du moins s'intéresser à elle pour une raison qu'elle ne saisissait pas. Et cette photo sur son bureau, cette ressemblance troublante, les jours suivants prirent une tournure surréaliste. François trouvait sans cesse des prétextes pour rester tard au bureau. Croisant Élodie lors de ses rondes nocturnes, il l'observait discrètement, notant chacun de ses gestes, chacune de ses habitudes. Il remarqua qu'elle évitait soigneusement l'ascenseur principal, préférant prendre l'escalier de service même avec tout son matériel, exactement comme Clara après son accident à l'âge de 6 ans, quand elle était restée bloquée 1 heure dans l'ascenseur de leur immeuble. Il la vit griffonner machinalement de petites fleurs sur ses carnets de maintenance, toujours les mêmes marguerites stylisées que Clara dessinait partout quand elle s'ennuyait. Mais le plus troublant survint le vendredi soir. Élodie nettoyait les bureaux du 14e étage quand François l'entendit fredonner, cette mélodie qui l'avait tant bouleversée au parc. Elle la chantonnait tout en passant l'aspirateur, sans même s'en rendre compte. François sentit ses genoux se dérober. Cette berceuse, il l'avait inventée pour Clara lors d'un séjour en Normandie. Elle faisait des cauchemars à cause d'un film qu'elle avait vu à la télévision, et il avait improvisé cette mélodie pour l'apaiser. Jamais il ne l'avait chantée à personne d'autre, jamais il ne l'avait écrite ou enregistrée. Comment cette femme pouvait-elle la connaître? Il s'approcha doucement, le cœur battant la chamade. Élodie s'interrompit en le voyant, gênée d'avoir été surprise à chantonner pendant le travail. « Excusez-moi, monsieur Delacroix, je ne pensais pas que vous étiez encore là. Cette chanson ?» dit-il d'une voix blanche. « Où l'avez-vous apprise ?» Élodie fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Et je la connais depuis toujours. Ma mère me la chantait quand j'étais petite. Pourquoi ?» François dut s'asseoir sur une chaise de bureau, ses jambes refusant de le porter. Sa mère, Solange, sans doute. Mais comment Solange pouvait-elle connaître cette mélodie? « Votre mère, elle s'appelait comment ?»« Solange Martin. Elle est morte il y a 6 mois. » La voix d'Élodie se brisa légèrement. « Cancer. » François ferma les yeux. Solange Martin? Ce nom ne lui disait rien. Pourtant, cette femme avait chanté à sa fille une berceuse qu'il avait lui-même créée. C'était impossible. Sauf si, Élodie, dit-il d'une voix tremblante. Depuis quand vivez-vous avec Solange? La jeune femme le regarda avec méfiance. Pourquoi toutes ces questions personnelles? Depuis que j'ai 9 ans, mes parents sont morts dans un accident, et Solange m'a adoptée. Pourquoi me demandez-vous ça? 9 ans, l'âge qu'avait Clara quand elle avait disparu. François se leva brusquement, troublé au-delà des mots. Excusez-moi, j'ai beaucoup de travail. Il se précipita vers son bureau, claqua la porte et s'effondra dans son fauteuil. Ses mains tremblaient en composant le numéro de Marcel. « Marcel, il faut que tu viennes immédiatement, avec tout ce que tu as trouvé sur Élodie Martin. Et apporte aussi le dossier Clara, je crois. Je crois que c'est elle. » Élodie, restée seule dans le couloir, ne comprenait rien à ce qui venait de se passer. Pourquoi François Delacroix s'intéressait-il tant à son passé? Et pourquoi avait-il réagi si violemment à sa berceuse? Elle termina son service dans un état second, l'esprit en ébullition. En partant, elle croisa son reflet dans les vitres de l'ascenseur et eut l'impression de voir une inconnue. Comme si cette soirée avait fait voler en éclats toutes ses certitudes sur elle-même. Dehors, l'aube se levait sur Paris. Une nouvelle journée commençait. Mais pour François et Élodie, plus rien ne serait jamais comme avant. Marcel Dubois arriva au bureau de François à 6 heures du matin, une mallette en cuir sous le bras et l'air préoccupé de celui qui a passé la nuit à éplucher des dossiers. Il trouva son employeur dans un état qu'il ne lui avait jamais vu. Cheveux ébouriffés, yeux injectés de sang, tournant en rond comme un animal en cage. « François, qu'est-ce qui se passe? Au téléphone, tu avais l'air. Montre-moi ce que tu as trouvé. » coupa François sans préambule. Marcel ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs chemises cartonnées. Élodie Martin, 27 ans, née officiellement à Deauville, orpheline recueillie par Solange Martin à l'âge de 9 ans, mais voilà le problème. Il marqua une pause, visiblement embarrassé. Quoi? Il n'y a aucune trace de ses parents biologiques, aucun acte de décès d'accident de voiture, aucun dossier d'assurance. Rien. C'est comme si Élodie Martin était apparue de nulle part à 9 ans. François sentit son cœur s'emballer. Et Solange Martin, 68 ans au moment de sa mort, ancienne institutrice, célibataire, sans enfant. Elle a adopté Élodie de manière officieuse, jamais passée devant un juge. Elles ont vécu à Deauville,
puis ont déménagé plusieurs fois, Caen, Rouen, Le Havre, toujours en Normandie, toujours discrètement. Marcel sortit une photo de Solange, prise quelques années avant sa mort, une femme aux cheveux gris, au visage buriné par la vie, aux yeux fatigués mais bienveillants. Elle payait tout en liquide, évitait les administrations, comme si elle se cachait de quelque chose ou de quelqu'un. François observa la photo, cherchant désespérément un visage familier. Cette femme avait-elle élevé sa fille pendant 18 ans? Était-elle complice du kidnapping ou une simple femme qui avait recueilli un enfant perdu? Autre chose d'étrange, continua Marcel. Solange Martin n'a commencé à toucher sa retraite d'institutrice qu'il y a 10 ans. Avant ça, aucune trace de revenus officiels, comme si elle avait vécu d'économies ou d'autres moyens. François s'effondra dans son fauteuil. Tout concordait. L'âge, la période, cette vie dans l'ombre. Mais alors, qui était vraiment Solange Martin? Une kidnappeuse? Une femme qui avait trouvé Clara et décidé de la garder? Ou autre chose encore? Élodie, elle, n'arrivait pas à trouver le sommeil. De retour dans son studio, elle tournait et retournait dans sa tête sa conversation avec François Delacroix. Ses questions insistantes, son trouble quand elle avait mentionné Solange, sa réaction à la berceuse. Elle se leva et prit la photographie sur sa table de nuit. L'homme élégant qui posait à côté d'elle enfant lui ressemblait vraiment à François. Même stature, même regard, même façon de se tenir. Coïncidence. Impossible. Pour la première fois depuis des années, Élodie fouilla dans le petit carton où elle gardait les affaires de Solange, lettres, papiers administratifs, quelques bijoux sans valeur. Au fond, elle trouva une enveloppe Kraft qu'elle n'avait jamais ouverte, marquée « Pour Élodie », à n'ouvrir qu'en cas de nécessité absolue. Ses mains tremblaient en déchirant le papier. À l'intérieur, une lettre de plusieurs pages, écrite de la main hésitante de Solange. « Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que quelque chose a mal tourné et que tu cherches des réponses. Je vais te dire la vérité, celle que j'ai gardée enfouie pendant 18 ans, celle qui m'a rongée jour et nuit mais que je ne pouvais pas te révéler. Tu n'es pas orpheline, Élodie. Tes parents n'ont pas eu d'accident de voiture. Je t'ai menti depuis le début parce que la vérité était trop lourde, trop dangereuse. Je t'ai enlevée, ma chérie, moi, Solange Martin. J'ai participé à ton kidnapping quand tu avais 9 ans. Élodie lâcha la lettre comme si elle la brûlait. Le monde vacillait autour d'elle. Solange, sa mère, la seule famille qu'elle ait jamais connue, celle qui l'avait aimée, protégée, élevée, était sa kidnappeuse. D'une main tremblante, elle reprit la lettre. Je ne l'ai pas fait par méchanceté ou par appât du gain. Ma sœur Hélène m'avait supplié de l'aider. Elle travaillait comme gouvernante chez une famille riche de Paris et voulait donner une leçon au père, juste quelques semaines, disait-elle. Pour qu'il comprenne ce que c'est que de perdre ce qu'on a de plus cher, j'ai accepté parce que Hélène menaçait de se suicider et de laisser ses propres enfants orphelins. Le plan était simple. Je devais m'occuper de toi temporairement, en Normandie, le temps que ton père apprenne la leçon, puis nous devions te ramener, mais tout a mal tourné. Ta mère s'est suicidée de chagrin 3 mois après ta disparition. Quand Hélène me l'a annoncé, j'ai compris l'horreur de ce que nous avions fait. Nous avions détruit une famille entière. Hélène voulait quand même te rendre. Mais moi, je ne pouvais plus. Comment ramener un enfant à un père dont nous avions causé la mort de la femme? Comment t'expliquer que ta maman était morte de chagrin? J'ai pris la fuite avec toi, terrifiée par les conséquences de nos actes. Et puis, au fil des jours, je suis tombée amoureuse de toi, ma petite Clara. Oui, Clara, c'est ton vrai nom, Clara Delacroix. Tu es la fille de François Delacroix, un homme bon qui te cherche encore aujourd'hui. Élodie s'effondra sur son lit, secouée de sanglots. Clara, elle s'appelait Clara, et François Delacroix n'était pas un inconnu sur une photo. C'était son père qui la cherchait depuis 18 ans pendant qu'elle vendait des glaces à quelques mètres de son bureau. Elle continua sa lecture, les larmes brouillant les mots. J'ai essayé de te donner tout l'amour possible pour compenser le mal que je t'avais fait. Chaque déménagement, c'était pour fuir ton passé, pour éviter qu'on nous retrouve. J'avais trop peur qu'on me mette en prison et que tu te retrouves seule. Quand les médecins m'ont annoncé le cancer, j'ai décidé de revenir à Paris. Il fallait que tu puisses retrouver ta vraie famille avant ma mort. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on s'installe à Belleville. Ton père a ses bureaux dans le quartier. J'espérais qu'un jour, le hasard vous ferait vous croiser. Pardonne-moi, ma chérie.
Pardonne à une vieille femme qui a voulu réparer une erreur terrible en t'aimant de tout son cœur. Tu as été la lumière de ma vie, mais tu mérites de retrouver ta vraie place dans le monde. Ton papa t'aime encore. Je le sais parce que je l'ai vu de loin. Quelquefois, au parc. Il a l'air si triste, si perdu. Rends-lui sa fille. Rends-toi à lui. C'est ma dernière volonté. Avec tout mon amour. Celle qui restera toujours ta maman Solange. Élodie resta prostrée sur son lit jusqu'au milieu de l'après-midi. Incapable de bouger, de penser, de respirer normalement, tout ce qu'elle croyait savoir de sa vie s'effondrait. Solange, sa bouée de sauvetage, était aussi celle qui l'avait arrachée à sa vraie famille, et François Delacroix, son père, cet homme qu'elle croisait chaque nuit au bureau, qui l'observait avec cette intensité troublante, qui connaissait sa berceuse parce que c'était lui qui la lui avait apprise. Son téléphone sonna. Fatima, de l'agence de nettoyage. « Élodie, ça va? Tu devais être là il y a 1 heure pour la réunion d'équipe. Je suis malade. Je ne peux pas venir. » « D'accord, repose-toi, mais demain soir... » Delacroix a spécifiquement demandé que ce soit toi qui t'occupes de son étage. Élodie raccrocha, le cœur battant. François savait-il déjà? Avait-il découvert la vérité? Comment allait-elle le regarder en face? Maintenant qu'elle savait, dans son bureau, François fixait le dossier de Marcel sans le voir vraiment. Trop de questions se bousculèrent dans sa tête. Si Élodie était vraiment Clara, pourquoi Solange l'avait-elle enlevée? Qui était cette mystérieuse sœur Hélène? Et surtout, comment annoncer à une jeune femme qu'il était son père sans la traumatiser davantage? Une chose était sûre. Demain soir, quand elle viendrait nettoyer son bureau, il lui dirait la vérité. Toute la vérité. Il était temps de ramener Clara à la maison. Le lendemain soir, Élodie se tenait devant l'immeuble de la Croix, paralysée par l'émotion. La lettre de Solange était pliée dans sa poche, brûlante comme un secret trop lourd à porter. Comment regarder François dans les yeux maintenant qu'elle savait? Comment lui dire qu'elle était Clara, sa fille perdue, sans s'effondrer? Fatima l'attendait dans le hall, inquiète de son retard. « Ça va mieux, ma chérie. Tu avais une mine épouvantable hier. »« Oui, ça va, » mentit Élodie, ajustant machinalement la bretelle de son sac. Juste un coup de fatigue. En montant vers le 15e étage, elle sentit ses jambes flageoler. Chaque marche la rapprochait de la confrontation qu'elle redoutait et espérait à la fois dans l'ascenseur qu'elle avait finalement pris. Étrange comme la révélation de son identité semblait avoir apaisé ses phobies. Elle observa son reflet dans le miroir. Avait-elle les yeux de François? Son nez. Maintenant qu'elle cherchait des ressemblances, elle en trouvait partout. François faisait les 100 pas dans son bureau depuis 1 heure. Marcel était reparti avec une mission précise. Organiser discrètement un test ADN. « Il faut qu'on soit sûr », avait insisté le détective. Après toutes ces fausses pistes. Mais François n'avait plus de doute. Cette berceuse, ces gestes familiers, cette façon qu'elle avait de pencher la tête quand elle réfléchissait, tout en elle criait Clara. Le bruit de l'aspirateur dans le couloir lui fit bondir le cœur. Elle était là, sa fille était là, à quelques mètres, nettoyant les bureaux sans savoir que son père l'attendait de l'autre côté de la cloison. Élodie entra dans le bureau présidentiel, avec des gestes mécaniques, évitant soigneusement de regarder vers François qui se tenait près de la fenêtre. Elle commença son travail habituel, vider les corbeilles, épousseter les meubles, nettoyer les surfaces vitrées. Chaque geste était calculé pour retarder le moment de l'inévitable confrontation. Élodie. Sa voix était douce, presque fragile. Elle se retourna lentement, ses yeux verts croisant enfin le regard bleu de François. Dans ce regard, elle lut une tempête d'émotions. Espoir, peur, amour, douleur. Monsieur Delacroix, asseyez-vous, s'il vous plaît. Elle secoua la tête, trop bouleversée pour tenir en place. Je préfère rester debout. François s'approcha doucement, comme on approche un animal blessé. Cette photographie sur votre carriole? Celle avec l'homme en costume, pouvez-vous me la décrire? Élodie sentit sa gorge se serrer. Pourquoi? Parce que je crois que cet homme, c'est moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie porta instinctivement la main à sa poche, où la lettre de Solange semblait peser des tonnes. « Je sais qui vous êtes », murmura-t-elle finalement. « Solange me l'a dit, dans une lettre, avant de mourir. » François vacilla comme si elle l'avait frappé. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» D'une main tremblante. «
Élodie sortit la lettre froissée, que je m'appelle Clara, Clara Delacroix, que vous êtes mon père, et que... Sa voix se brisa. Qu'elle m'a kidnappée quand j'avais 9 ans. François s'effondra dans son fauteuil, les larmes aux yeux. 18 ans d'attente, d'espoir, de désespoir, et enfin, la confirmation qu'il n'osait plus espérer. « Clara », chuchota-t-il, « ma petite Clara ». Mais au lieu de se jeter dans ses bras, Élodie recula, submergée par un mélange de colère et de confusion. « Ne m'appelez pas comme ça. Je ne suis plus cette petite fille. Je suis Élodie, la fille de Solange. » François se leva précipitamment. « Clara, je sais que c'est bouleversant, mais... » « Bouleversant » explosa-t-elle. « Vous voulez dire quoi ? Que découvrir que toute ma vie est un mensonge. C'est juste bouleversant. Que la femme qui m'a élevée, qui m'a aimée, qui est morte dans mes bras, était en fait ma kidnappeuse. » Les mots sortèrent de sa bouche comme des balles. Chargé de toute la douleur accumulée depuis la veille, François encaissa chaque reproche. Comprenant que sa fille avait besoin d'évacuer 18 ans de confusion, « Elle vous aimait », dit-il doucement. « Solange vous aimait vraiment. Ça, au moins, ce n'était pas un mensonge. » Élodie le regarda avec surprise. Elle s'attendait à de la colère, de la haine contre celle qui lui avait volé sa fille, pas à cette compréhension bienveillante. « Comment pouvez-vous dire ça ? Elle vous a pris votre enfant. » François s'approcha lentement, ses yeux brillants de larmes contenues. « Parce que si elle ne l'avait pas fait, je ne serais peut-être jamais devenu l'homme que je suis aujourd'hui, et vous ne seriez peut-être pas devenue la femme extraordinaire que je vois devant moi. » Cette réponse inattendue désarma Élodie. Elle s'attendait à des reproches, des accusations, pas à cette sagesse douloureuse. « Racontez-moi, » dit François en s'asseyant en face d'elle. « Racontez-moi votre vie avec Solange. Comment elle était ? Comment elle vous a élevé ? J'ai besoin de savoir que ma fille a été heureuse. » Élodie hésita, puis, lentement, commença à parler. Elle raconta les déménagements constants, l'amour inconditionnel de Solange, ses sacrifices pour lui offrir une éducation, ses nuits de travail pour joindre les deux bouts. Elle décrivit une femme rongée par la culpabilité, mais déterminée à donner le meilleur d'elle-même à l'enfant qu'elle avait arraché à sa famille. Elle ne dormait presque jamais, confia Élodie. Je l'entendais pleurer la nuit. Parfois, quand je lui demandais pourquoi, elle disait que c'était à cause de son passé. Des erreurs qu'elle avait commises. Maintenant, je comprends. François l'écoutait religieusement. Buvant chaque mot, à travers le récit d'Élodie, il découvrait une Solange complexe, ni monstre ni sainte, mais femme brisée, qui avait tenté de réparer l'irréparable en aimant sa fille de tout son cœur. « Elle parlait de moi », demanda-t-il finalement. Élodie secoua la tête. Jamais directement, mais parfois, quand elle regardait cette photo de nous deux, elle avait l'air si triste. Elle disait « Un jour, tu comprendras que l'amour, ça fait parfois plus de mal que de bien. » Le silence retomba entre eux. Lourd de non-dits et d'émotions contradictoires, François sortit de son tiroir la photographie identique à celle d'Élodie. Cette photo a été prise 3 jours avant votre, avant l'enlèvement. Nous étions venus nourrir les canards au lac. Vous portiez votre robe bleue préférée, celle avec les petites fleurs. Élodie observa l'image, cherchant dans sa mémoire des fragments de ce jour lointain. « Je me souviens », murmura-t-elle soudain. « Les canards, oui, et vous m'aviez acheté une glace à la vanille. » François sourit à travers ses larmes. « Vous en aviez mis partout, sur votre robe, sur mes chaussures. »« Et votre mère ?» Il s'interrompit. Marguerite était furieuse. « Maman », répéta Élodie. « Je ne me souviens pas d'elle. » François ferma les yeux, la douleur ravivée. « Elle n'a pas supporté votre disparition. Elle nous a quittés 3 mois après. » Élodie porta la main à sa bouche. Horrifiée, non seulement elle avait été arrachée à sa famille, mais sa vraie mère était morte de chagrin. La culpabilité qu'elle lisait maintenant dans les lettres de Solange prenait tout son sens. « C'est pour ça qu'elle n'a jamais voulu me ramener, » comprit-elle. Elle avait trop honte. François hocha la tête. Probablement, elle savait qu'elle avait détruit notre famille. Comment aurait-elle pu vous rendre à un père dont elle avait causé le veuvage ? Ils restèrent silencieux un long moment, assimilant l'ampleur de la tragédie qui avait bouleversé leur vie. Puis François se leva et se dirigea vers son coffre-fort.
Il faut qu'on fasse un test ADN, dit-il en sortant une enveloppe, pour que ce soit officiel. Élodie acquiesça. Malgré toutes les preuves, tous les signes, elle avait besoin de cette confirmation scientifique pour accepter complètement sa nouvelle réalité. Le prélèvement fut rapide, presque surréaliste dans sa simplicité. Un coton-tige dans la bouche. Et voilà, en quelques jours, ils sauraient officiellement ce que leur cœur s'avère déjà. En attendant les résultats, dit François. Qu'est-ce qu'on fait? Élodie le regarda avec des yeux encore rougis par les larmes. Je ne sais pas. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Ma vie entière vient de s'écrouler. François acquiesça, respectant sa confusion. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Je vous ai attendu 18 ans. Je peux attendre encore. Quand Élodie repartit ce soir-là, ils ne s'étaient pas embrassés, ne s'étaient même pas serré la main. Mais quelque chose avait changé entre eux. Un lien invisible s'était renoué, fragile encore, mais réel, dans l'ascenseur qui la ramenait vers sa vie d'avant. Élodie regardait ses mains qui lui venaient de François, ses yeux qu'elle tenait de lui, cette mélodie qu'il lui avait apprise et que Solange avait gardée vivante pendant 18 ans. Elle était Clara Delacroix. Enfin, 3 jours plus tard, Marcel Dubois pénétra dans le bureau de François avec une enveloppe scellée et une expression grave. Le test ADN était formel. 99% de probabilité de paternité. Élodie Martin était bien Clara Delacroix. « Félicitations », dit Marcel avec un sourire contenu. « Après 18 ans, tu as retrouvé ta fille. » François prit l'enveloppe d'une main tremblante, mais ne l'ouvrit pas. Il n'en avait pas besoin. Depuis 3 jours, il savait, cette certitude habitait chaque fibre de son être. « Il y a autre chose », continua Marcel. En fouillant plus profondément dans le passé de Solange Martin, j'ai découvert quelque chose d'important. Elle avait une sœur, Hélène Marchand. François releva brusquement la tête. Hélène Marchand. Tu la connais. François sentit le sang se glacer dans ses veines. C'était notre gouvernante. Elle travaillait chez nous depuis 5 ans quand Clara a disparu. Elle était présente le jour de l'enlèvement, prétendument assommée par les ravisseurs. Marcel sortit une photo d'Hélène, prise dans les années 90. Une femme d'une 40aine d'années, aux traits durs, aux yeux froids. François la reconnut immédiatement. Selon mes recherches, Hélène Marchand a quitté Paris juste après la disparition de Clara. Elle s'est installée en Bretagne et n'a plus jamais travaillé comme gouvernante. François s'effondra dans son fauteuil. Hélène, la femme en qui ils avaient une confiance absolue, qui s'occupait de Clara depuis ses 4 ans, qui connaissait tous leurs secrets, toutes leurs habitudes, c'était elle qui avait orchestré l'enlèvement de sa propre fille. « Mais pourquoi ?» murmura-t-il. « Pourquoi Hélène aurait-elle fait ça ? Elle adorait Clara. » « C'est là que ça devient intéressant, dit Marcel en sortant d'autres documents. J'ai retrouvé son dossier médical, en 1995, 1 an avant l'enlèvement. Hélène a perdu un fils, un garçon de 15 ans, mort dans un accident de voiture. François fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Hélène n'avait pas d'enfant. Elle nous l'avait dit dès le début. Marcel lui tendit un certificat de naissance jauni. Pierre Marchand, né le 15 mars 1980, père, François Delacroix. Le monde s'écroula autour de François. Ce nom, cette date, il se souvenait maintenant, cette liaison brève avec Hélène, bien avant son mariage avec Marguerite. Elle travaillait alors comme femme de ménage dans ses premiers bureaux. Ils avaient eu une aventure de quelques semaines, puis elle avait disparu de sa vie. « Mon Dieu !» chuchota-t-il. « Pierre était mon fils. Il semblerait, et Hélène ne te l'a jamais dit, elle a élevé cet enfant seule, dans la pauvreté, pendant que tu bâtissais ton empire. Puis, ironie du sort, elle est devenue la gouvernante de ta fille légitime. » François se prit la tête entre les mains. Tout devenait clair, atrocement clair. Hélène avait vécu 15 ans avec cette rancœur, voyant sa patronne chérir Clara, pendant que son propre fils grandissait sans père, sans reconnaissance, sans argent. Elle a dû nous haïr, murmura-t-il. Marguerite et moi, ça empire, continua Marcel implacablement. Pierre Marchand est mort le 12 septembre 1995, percuté par une voiture en sortant de l'usine où il travaillait depuis ses 14 ans. Un accident qui aurait pu être évité s'il avait eu une meilleure éducation, de meilleures opportunités. François ferma les yeux, imaginant la douleur d'Hélène. Perdre son fils unique,
ce fils qu'elle avait élevé seule pendant qu'il coulait des jours heureux avec sa famille légitime. La rage devait la dévorer. Clara a été enlevée exactement 1 an après la mort de Pierre, précisa Marcel. Le 12 septembre 1996, chez elle, Élodie relisait pour la 100e fois la lettre de Solange, cherchant des indices sur cette mystérieuse sœur Hélène. Solange parlait d'elle avec un mélange de peur et de pitié, comme d'une femme brisée par la douleur. Elle fouilla plus profondément dans les affaires de Solange et trouva, dissimulée dans la doublure d'une vieille valise, une autre enveloppe, plus épaisse, plus lourde. À l'intérieur, d'autres lettres, d'autres révélations qui allaient pulvériser ses dernières certitudes. La première lettre était signée d'Hélène, datée de 1996. « Ma chère Solange, le plan a fonctionné. J'ai récupéré la petite comme convenu. François Delacroix paie enfin pour ce qu'il m'a fait. 15 ans que j'attends cette vengeance. 15 ans que je regarde sa fille chérie en pensant à mon Pierre qui grandissait dans la misère. Tu te souviens de Pierre, ma sœur, ce beau garçon blond qui ressemblait tant à son père. François ne l'a jamais reconnu, ne m'a jamais donné un centime. Il a épousé sa bourgeoise et m'a oublié comme on oublie un mauvais rêve. Maintenant, il saura ce que c'est que de perdre son enfant. » Élodie sentit ses jambes se dérober sous elle. Hélène était la sœur de Solange, mais aussi la mère d'un fils de François, son demi-frère, un frère qu'elle n'avait jamais connu. Elle continua sa lecture avec une fascination horrifiée. Le plus beau, c'est qu'il ne se doute de rien. Pendant 5 ans, j'ai été sa gouvernante parfaite, souriante, dévouée. J'ai même pris soin de sa précieuse Clara comme si c'était ma propre fille. L'ironie de la situation me donnait des forces. Chaque soir, en bordant cette petite princesse dans son lit douillet, je pensais à Pierre qui dormait sur un matelas posé à même le sol. Chaque matin, en préparant son petit déjeuner équilibré, je me souvenais des tartines sèches que mon fils avalait avant de partir à l'usine. Tu trouves que je suis cruelle, Solange. Mais François l'a été bien plus. Il m'a fait un enfant et m'a abandonnée. Il m'a laissé élever Pierre dans la pauvreté pendant qu'il vivait dans le luxe avec sa vraie famille. Les mains d'Élodie tremblaient. Elle découvrait une Hélène rongée par la haine. Une femme qui avait passé des années à planifier sa vengeance en côtoyant quotidiennement sa cible. Une autre lettre, plus récente, révélait l'ampleur du désastre. Solange, je n'aurais jamais dû t'écouter quand tu m'as dit de garder l'enfant plus longtemps. Le plan était simple. Quelques semaines pour que François apprenne la leçon. Puis on rendait la petite. Mais maintenant, sa femme est morte, elle s'est suicidée, Solange, à cause de nous. Je ne voulais pas ça. Je voulais juste qu'il souffre, qu'il comprenne ma douleur, pas qu'il perde sa femme aussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on rend un enfant à un homme dont on a détruit la famille? Élodie comprenait maintenant le désespoir de Solange. Sa fuite avec elle en Normandie, ses déménagements constants, elle ne fuyait pas seulement François, mais aussi la culpabilité d'avoir causé la mort de Marguerite. La dernière lettre d'Hélène était datée de 2010. Solange, j'ai appris que tu étais malade. 14 ans ont passé depuis cette histoire. Et pas un jour ne s'écoule sans que je regrette notre folie. Pierre est mort pour rien. Clara a perdu sa vraie famille pour rien. Marguerite est morte pour rien. Je sais que tu aimes cette petite comme ta propre fille maintenant. Moi aussi. Je l'ai aimée quand elle était sous ma garde. Mais elle a le droit de connaître la vérité sur son père. François n'était pas un mauvais homme. Juste un homme qui n'a pas assumé ses responsabilités de jeunesse. Si tu meurs avant de lui dire la vérité, promets-moi que tu lui laisseras au moins un moyen de découvrir qui elle est vraiment. Cet enfant a déjà assez souffert de nos erreurs. Élodie posa les lettres. Complètement anéantie, l'histoire était encore plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Hélène n'était pas un monstre froid, mais une mère brisée par la douleur qui avait voulu faire payer à François l'abandon de leur fils. Solange n'était pas une kidnappeuse par appât du gain, mais une femme qui avait accepté d'aider sa sœur par amour familial. Et au centre de tout cela, François, inconscient de la tragédie qu'il avait déclenchée en abandonnant Hélène enceinte 27 ans plus tôt, son téléphone sonna. « François, Élodie, il faut qu'on se voie. J'ai découvert des choses sur Hélène, sur les raisons de votre enlèvement. C'est compliqué. »« Je sais, dit-elle d'une voix blanche. J'ai trouvé d'autres lettres de Solange, votre fils Pierre. C'était mon demi-frère, n'est-ce pas ?» Le silence au bout du fil lui confirma qu'elle avait raison. Cette famille brisée était encore plus enchevêtrée qu'elle ne l'avait cru. « Venez chez moi, » dit finalement François.
Il est temps qu'on parle de tout, de Pierre, d'Hélène, de ce qui s'est vraiment passé. Élodie acquiesça, bien qu'il ne puisse pas la voir. Il était temps de démêler tous les fils de cette tragédie familiale, de comprendre comment l'amour et la haine avaient pu s'entremêler au point de détruire tant de vies. Il était temps d'affronter toute la vérité. L'appartement de François dans le 16e arrondissement était exactement comme Élodie l'avait imaginé. Luxueux, mais froid, meublé avec goût, mais vidé de toute chaleur humaine. Les murs étaient recouverts de ses photos d'enfance, comme un sanctuaire dédié à la petite Clara disparue. François l'accueillit avec une nervosité palpable. Il avait passé l'après-midi à préparer cette conversation, à rassembler tous les éléments du puzzle qui composaient leur tragédie familiale. « Asseyez-vous », dit-il en désignant le canapé beige. « Vous voulez boire quelque chose ?» Élodie secoua la tête. Trop tendue pour ingurgiter quoi que ce soit, elle tenait contre elle l'enveloppe contenant les lettres d'Hélène. Ces révélations qui allaient changer à jamais la perception qu'ils avaient de leur histoire. « Parlez-moi de Pierre », dit-elle directement. « Parlez-moi de mon frère. » François s'effondra dans le fauteuil en face d'elle, le visage ravagé par la culpabilité. « Je ne savais pas qu'il existait. Hélène ne me l'a jamais dit. Mais vous vous souvenez d'elle, de votre liaison ?» François hocha la tête, la honte dans les yeux. « J'avais 25 ans. J'étais jeune, stupide. Hélène travaillait comme femme de ménage dans mes premiers bureaux. Elle était jolie, mystérieuse. Nous avons eu une aventure de quelques semaines, puis elle a disparu. Je ne me suis même pas posé de questions. » Élodie sortit la première lettre d'Hélène et l'attendit à François. « Lisez, vous comprendrez ce qu'elle a ressenti pendant 15 ans. » François prit la lettre d'une main tremblante et commença sa lecture. Au fur et à mesure qu'il avançait, son visage se décomposait. Quand il arriva au passage décrivant la mort de Pierre, il s'interrompit, secoué de sanglots. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Mon fils. J'ai eu un fils et je ne l'ai jamais connu. Il est mort en me haïssant probablement. » « Il ne vous haïssait pas, » dit doucement Élodie. « Solange m'a parlé de lui dans ses dernières lettres. Pierre était un garçon généreux, travailleur. Il ne comprenait pas pourquoi son père l'avait abandonné. Mais il n'était pas amer. C'est Hélène qui portait toute la rancœur. » François essuya ses larmes et continua sa lecture. Quand il eut terminé toutes les lettres, il resta silencieux un long moment, assimilant l'ampleur de la tragédie qu'il avait involontairement déclenchée. « Tout est ma faute, » finit-il par dire. Si j'avais assumé mes responsabilités avec Hélène, si j'avais reconnu Pierre, rien de tout cela ne serait arrivé. Marguerite serait encore vivante, vous auriez grandi avec nous, Pierre aurait eu une vie décente, et Solange n'aurait jamais été ma mère, coupa Élodie, et j'aurais peut-être été une petite fille gâtée sans jamais connaître la vraie valeur de la vie. François la regarda avec surprise. Cette sagesse inattendue, cette capacité à voir le positif dans le pire des drames, c'était bien sa fille. Cette force qu'elle avait toujours eue même enfant. Comment pouvez-vous dire ça, après tout ce que vous avez enduré ? Élodie se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant Paris qui s'étendait à ses pieds. Parce que Solange m'a appris quelque chose d'essentiel, la culpabilité ne répare rien, elle ne fait que détruire davantage, elle a passé 18 ans à se ronger de remords, et ça ne vous a pas rendu votre fille pour autant. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de détermination. Racontez-moi comment était Solange quand elle m'a emmenée. Vous devez bien avoir des souvenirs d'elle en tant que gouvernante d'Hélène. » François réfléchit, fouillant dans sa mémoire. « Je ne l'ai vue qu'une seule fois, je crois. Hélène nous avait dit qu'elle avait une sœur qui traversait une période difficile, qu'elle l'hébergeait temporairement. C'était quelques mois avant votre enlèvement. » Il ferma les yeux, se concentrant sur ce souvenir enfoui. Elle était dans la cuisine avec Hélène quand je suis rentrée plus tôt du bureau. Une femme plus douce qu'Hélène, avec un regard triste. Elle s'est excusée de sa présence, a dit qu'elle ne voulait pas déranger. Marguerite l'avait trouvée charmante. « Solange était comme ça », murmura Élodie, toujours à s'excuser d'exister, à avoir peur de déranger, même avec moi, sa propre fille adoptive. Elle s'excusait sans cesse. Maintenant, je comprends pourquoi. François sortit un album photo d'un tiroir et le feuilleta jusqu'à trouver une image particulière. « Regardez, c'est la seule photo où Solange apparaît. Sur le cliché, pris dans leur jardin de Neuilly, on voyait Hélène poussant Clara sur une balançoire, tandis qu'à l'arrière-plan, une femme aux cheveux châtains observait la scène avec une expression mélancolique. Solange, déjà rongée par la culpabilité du plan qu'elle avait accepté de suivre. « Elle avait l'air si triste », constata Élodie.
Même avant de m'emmener, elle savait que c'était mal. Selon les lettres d'Hélène, Solange s'est opposée au plan dès le début. Elle n'a accepté qu'à cause du chantage émotionnel de sa sœur. Élodie hocha la tête. Solange m'a raconté qu'Hélène menaçait de se suicider si elle ne l'aidait pas. Qu'elle avait dit « Si tu ne fais pas ça pour moi, mes autres enfants se retrouveront orphelins. » François sursauta. Hélène avait d'autres enfants. 2 filles, Céline et Marie. Elles avaient 8 et 10 ans à l'époque. Solange m'a dit qu'elle avait accepté le plan pour les protéger, pour éviter qu'elles perdent leur mère. La complexité de la situation devenait de plus en plus évidente. Hélène n'était pas seulement une femme en quête de vengeance, mais aussi une mère responsable de 3 enfants dont l'un venait de mourir. Où sont-elles maintenant, Céline et Marie? Je ne sais pas. Solange avait perdu contact avec Hélène après notre fuite en Normandie. Mais j'ai gardé leurs adresses. Élodie sortit un carnet usé de son sac. Solange notait tout. Elle disait que si un jour la vérité éclatait, il faudrait pouvoir retrouver tous les protagonistes de cette histoire. François examina les adresses griffonnées de la main hésitante de Solange. Hélène vit en Bretagne. Près de Quimper, Céline s'est mariée. Elle habite à Rennes. Marie, il s'interrompit. Marie vit à Paris, dans le 11e arrondissement. Si près, murmura Élodie. Nous aurions pu nous croiser sans le savoir. Il faut qu'on la contacte, dit François. Marie était assez âgée pour se souvenir de cette époque. Elle pourrait nous aider à comprendre l'état d'esprit d'Hélène, ses motivations profondes. Élodie acquiesça, mais quelque chose la tracassait. Dans ses dernières lettres, Solange parlait du poids du secret qu'elle portait. Elle disait qu'Hélène avait fini par regretter, qu'elle voulait réparer. Mais réparer comment? François sortit la dernière lettre d'Hélène, celle de 2010. Regardez la date, Solange venait d'apprendre son cancer. Hélène lui demandait de vous révéler la vérité avant de mourir. Ce qu'elle a fait, d'une certaine manière, en décidant de revenir à Paris, en nous installant près de vos bureaux, elle espérait que le hasard nous ferait nous rencontrer. Et elle avait raison, dit François avec un sourire triste. Si elle ne vous avait pas encouragé à vendre vos glaces au parc, si elle ne vous avait pas donné cette carriole avec notre photo, nous ne nous serions jamais retrouvés. Élodie réalisa soudain quelque chose d'important. La carriole, Solange me l'a offerte pour mes 26 ans. Elle a insisté pour que j'y accroche cette photo. Elle a dit que ça me porterait bonheur. Elle savait que vous passeriez par là. François sentit une bouffée d'émotion l'envahir. Solange, la kidnappeuse repentie, avait orchestré leur retrouvaille depuis sa tombe. Dans ces derniers mois, elle avait tout planifié pour que justice soit rendue, pour que père et fille se retrouvent enfin. Elle vous aimait vraiment, dit-il doucement. Malgré tout ce qu'elle avait fait de mal au début, elle vous aimait comme sa propre fille. Élodie essuya une larme. Et moi, j'ai de la place dans mon cœur pour 2 mères, celle qui m'a portée et qui est morte de chagrin, et celle qui m'a élevée et qui a consacré sa vie à réparer son erreur. François la regarda avec admiration. Sa fille avait grandi dans l'adversité, mais elle en était sortie plus forte, plus sage que beaucoup d'adultes qu'il connaissait. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il. Élodie se tourna vers la fenêtre, contemplant la ville qu'il avait vue naître et où elle avait fini par revenir. « On va voir Marie, et ensuite, on ira voir Hélène. Il est temps que cette famille brisée se retrouve enfin. » Marie Marchand, elle avait gardé son nom de jeune fille, habitait un petit appartement rue de la Roquette. Dans le 11e arrondissement, quand François et Élodie sonnèrent à sa porte le lendemain après-midi, ils ne savaient pas à quoi s'attendre, comment aborder une femme qu'ils ne connaissaient pas pour lui parler du crime commis par sa mère 27 ans plus tôt. La porte s'ouvrit sur une femme d'une 30aine d'années, aux cheveux bruns coupés courts, aux yeux fatigués d'une mère qui travaille trop. Derrière elle, on entendait des enfants jouer dans le salon. « Oui, » dit-elle avec méfiance, notant l'élégance du costume de François. « Mademoiselle Marchand, je suis François Delacroix, et voici Élodie Martin. Nous aimerions vous parler de votre mère. » Hélène, le visage de Marie se ferma instantanément. « Ma mère est morte il y a 3 ans, et je n'ai rien à dire sur elle. » Elle commença à refermer la porte, mais Élodie l'arrêta d'un geste doux. « S'il vous plaît, il s'agit de Clara Delacroix, la petite fille qui a disparu en 1996. » Marie se figea. Sa main crispée sur la poignée. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Moi, c'est Clara, » dit simplement Élodie. « Je suis Clara Delacroix, et j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. » Le choc se lut sur le visage de Marie.
Elle regarda alternativement François et Élodie, cherchant la ressemblance, la vérité dans leurs yeux. Puis, lentement, elle leur fit signe d'entrer. L'appartement était modeste mais chaleureux, rempli de jouets d'enfants et de photos de famille. Marie servit du café d'une main tremblante, évitant soigneusement leurs regards. Maman Hélène ne parlait jamais de cette époque. Finit-elle par dire « Mais je me souviens de l'année 1996, du jour au lendemain. Elle était devenue différente, comme hantée. Vous vous souvenez du jour où j'ai disparu ?» demanda doucement Élodie. Marie hocha la tête, les larmes aux yeux. Maman était rentrée à la maison en pleurant. Elle avait dit qu'il y avait eu un accident, que la petite fille qu'elle gardait avait été enlevée. Elle était effondrée. François et Élodie échangèrent un regard, même pour ses propres filles. Hélène avait menti sur son rôle dans l'enlèvement. Puis ma tante Solange est arrivée, continua Marie. Je ne l'avais vue qu'une fois ou deux avant. Elle était très agitée. Elle parlait à voix basse avec maman. Elle se disputait souvent cette semaine-là. De quoi parlait-elle ? Demanda François. Je ne sais pas exactement. J'entendais des bribes. Solange disait des choses comme « ce n'était pas prévu comme ça » ou « il faut la rendre maintenant ». Maman répondait qu'on ne pouvait plus revenir en arrière. Élodie sentit son cœur se serrer. Ces conversations correspondaient exactement à ce qu'elle avait lu dans les lettres. Solange qui voulait arrêter la folie, Hélène qui s'enfonçait dans le mensonge. Et puis, Solange a disparu, reprit Marie. Du jour au lendemain, maman nous a dit qu'elle était repartie en Normandie, qu'on ne la reverrait plus. Après ça, maman n'a plus jamais été la même. Marie se dirigea vers un meuble et en sortit une boîte en métal. Après sa mort, en rangeant ses affaires, j'ai trouvé ça, des lettres qu'elle gardait cachées. Elle tendit à François une liasse de lettres jaunies, l'écriture de Solange, qu'Élodie reconnut immédiatement. Je n'ai jamais osé les lire entièrement, avoua Marie, mais j'ai compris que maman avait fait quelque chose de terrible et que ça la rongeait depuis des années. François ouvrit la première lettre, datée de 1997. Hélène, cela fait 1 an maintenant. Clara va bien, elle grandit, elle est heureuse. Mais cette situation ne peut plus durer. Chaque jour qui passe rend les choses plus compliquées. Cet enfant a besoin de retrouver son père. Elle écrivait régulièrement à votre mère, constata François. Pour donner des nouvelles, Marie acquiesça. Maman gardait toutes ses lettres, mais elle ne répondait jamais. Elle disait que c'était trop dangereux, que si on les découvrait, Élodie prit une autre lettre, plus récente. Hélène, Clara a 15 ans maintenant. Elle me demande sans cesse qui est l'homme sur la photo. Je ne sais plus quoi lui dire. Combien de temps encore allons-nous lui mentir ? Combien de temps encore allons-nous faire payer à cet enfant nos erreurs d'adultes ? Votre mère répondait-elle parfois ? Demanda Élodie. Une seule fois, dit Marie en sortant une enveloppe froissée. En 2005, quand mon frère Pierre aurait eu 25 ans, François prit la lettre d'une main tremblante. L'écriture d'Hélène, qu'il reconnaissait après toutes ces années de travail commun. Solange, aujourd'hui Pierre aurait eu 25 ans, l'âge qu'avait François quand il m'a abandonnée enceinte. Je pensais que cette vengeance m'apaiserait. Mais au contraire, chaque anniversaire de Pierre me rappelle que j'ai brisé une famille pour rien. François n'était qu'un jeune homme insouciant, pas un monstre. Et Clara, cette petite fille innocente, paie pour nos erreurs d'adultes. J'ai voulu te demander 1000 fois de la ramener, mais j'ai trop peur des conséquences. Comment expliquer à la police ? Comment justifier 10 ans de mensonges ? Et puis, je vois bien que tu l'aimes comme ta propre fille maintenant. Comment te demander de renoncer à cet amour ? Nous sommes piégés, ma sœur, piégés par notre propre vengeance. Le silence retomba dans la pièce. 3 adultes confrontés aux conséquences d'une tragédie familiale qui les dépassait. Nas, après cette lettre, reprit Marie, maman a changé. Elle a commencé à aller à l'église, chose qu'elle n'avait jamais faite. Elle priait beaucoup, lisait la Bible, comme si elle cherchait le pardon. Elle parlait de nous, de François et moi, demanda Élodie. Marie hésita. Parfois, quand elle avait bu un peu trop de vin le soir, elle parlait de ses erreurs de jeunesse. Elle disait qu'elle avait détruit la vie d'innocents, qu'elle méritait d'être punie. Et le jour de sa mort, insista François. Cancer du pancréas, ça a été très rapide. Dans ses derniers moments, elle délirait un peu. Elle répétait sans cesse « Clara, pardonne-moi, je ne comprenais pas de qui elle parlait. Maintenant, je sais. » Élodie sentit les larmes couler sur ses joues.
Même dans la mort, Hélène avait pensé à elle, avait demandé pardon. « Il y a autre chose », dit Marie en se dirigeant vers sa chambre. Elle revint avec une petite boîte en velours. « Maman m'a demandé de garder ça pour Clara, si un jour elle revient. Je n'y comprenais rien, mais j'ai promis. » À l'intérieur de la boîte, un médaillon en or avec une photo de Pierre adolescent et une inscription. « Pour ma petite sœur que je n'ai pas pu connaître, avec tout l'amour de ton grand frère Pierre. » Élodie prit le médaillon d'une main tremblante. « Il savait pour moi. » Marie hocha la tête. Maman lui avait dit la vérité avant sa mort. Il voulait vous rencontrer. Mais maman a refusé. Elle avait trop peur que ça complique les choses. Pierre est mort en regrettant de ne pas avoir pu vous serrer dans ses bras. François ferma les yeux. Submergé par l'émotion, son fils avait voulu connaître sa sœur, mais était mort avant d'en avoir eu l'occasion. Encore une conséquence tragique de sa négligence de jeunesse. Maman m'a fait promettre autre chose, continua Marie. Si un jour Clara revenait, je devais lui dire qu'Hélène l'avait aimée aussi, que pendant les 5 années où elle s'était occupée d'elle, elle l'avait vraiment considérée comme sa propre fille, que l'enlèvement était né de la colère, mais que l'amour avait été réel. Élodie serra le médaillon contre son cœur. Cette famille éclatée, ces liens complexes tissés de douleur et d'amour, tout cela faisait désormais partie de son histoire. « Où est enterrée votre mère ?» demanda François. « Au cimetière du Père-Lachaise, caveau familial. Pierre y repose aussi. » François et Élodie échangèrent un regard. Il était temps d'aller se recueillir sur la tombe de ceux qui avaient façonné leur destinée, pour le meilleur et pour le pire. « Voulez-vous venir avec nous ?» proposa Élodie à Marie. La jeune femme hésita, puis acquiesça. « Oui, il est temps que cette histoire trouve enfin sa paix, pour eux et pour nous tous. » Dehors, l'automne parisien colorait les arbres de nuances dorées. Une nouvelle page de leur histoire familiale allait se tourner, non pas dans la vengeance ou l'amertume, mais dans la compréhension et le pardon. Le cimetière du Père-Lachaise était noyé dans une brume d'automne, quand François, Élodie et Marie se dirigèrent vers le caveau familial des marchands. Leurs pas résonnaient sur les allées pavées, accompagnés par le bruissement des feuilles mortes qui dansaient autour des tombes séculaires. Le caveau était modeste, à l'image de la famille qui y reposait, 2 plaques de marbre noir, Hélène Marchand, 1952-2018, et Pierre Marchand, 1980-1995. Élodie s'agenouilla devant la tombe de son demi-frère, posant délicatement le médaillon sur la pierre froide. « Bonjour Pierre », murmura-t-elle. « Je suis Clara, ta petite sœur. J'aurais aimé te connaître. » François se tenait en retrait, submergé par l'émotion. Devant lui reposait le fils qu'il n'avait jamais reconnu, mort, avant qu'il puisse même connaître son existence. La culpabilité lui serrait la gorge comme un étau. Il vous ressemblait, dit doucement Marie. Pierre avait vos yeux, votre façon de froncer les sourcils quand il réfléchissait. Maman disait toujours qu'il était le portrait de son père. Parlez-moi de lui, demanda François d'une voix brisée. Comment était-il ? Marie s'assit sur un banc face aux tombes. Généreux, travailleur, rêveur aussi. Il voulait devenir mécanicien, réparer des voitures. Il avait des mains en or, capables de rafistoler n'importe quoi. Elle sourit tristement. Il ramenait toujours des objets cassés qu'il trouvait dans la rue, pour les réparer et les offrir. Élodie écoutait, découvrant ce frère qu'elle ne connaîtrait jamais. Hélène lui parlait-elle de son père ? Rarement, elle disait juste que c'était un homme important qui ne pouvait pas s'occuper de lui. Pierre ne posait pas de questions, mais je voyais bien que ça le rongeait, surtout à l'adolescence. François s'approcha de la tombe d'Hélène. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Pour Pierre, pour tout. J'aurais dû être là. J'aurais dû assumer mes responsabilités. » « Vous ne pouviez pas savoir, » dit Élodie en se relevant. Hélène a choisi de se taire. Elle a choisi la vengeance plutôt que la vérité. Mais ça ne fait pas de vous un monstre. Marie observait cette famille recomposée par la tragédie, tentant de comprendre comment la douleur pouvait se transformer en réconciliation. « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» demanda-t-elle. François et Élodie échangèrent un regard. Cette question, ils se la posaient depuis des jours. Comment reconstruire une relation père-fille après 18 ans de séparation ? Comment honorer la mémoire de Solange tout en avançant ? Nous apprenons à nous connaître, dit finalement Élodie, pas comme père et fille perdus et retrouvés, mais comme 2 adultes qui découvrent qu'ils sont famille. Ils quittèrent le cimetière,
main dans la main, un geste simple mais chargé de symboles. Marie les accompagna jusqu'à la sortie, promettant de garder le contact. Cette rencontre avait libéré en elle aussi des questions enfouies depuis l'enfance. Dans les jours qui suivirent, François et Élodie établirent un rituel. Chaque soir, après son travail de nettoyage, elle passait dans son bureau. Ils parlaient, se racontèrent leur vie parallèle. Comblaient petit à petit le gouffre de 18 années perdues. François apprit qu'Élodie avait brillé à l'école malgré leur déménagement constant, qu'elle rêvait de devenir institutrice comme Solange, qu'elle avait renoncé à ses études pour s'occuper de sa mère adoptive malade. Il découvrit sa passion pour la cuisine, hérité des après-midi passés à confectionner des glaces avec Solange. Élodie, elle, découvrait un père différent de l'image du magnate impitoyable qu'elle s'était construite. François lui parla de Marguerite, de leur amour, des projets qu'ils avaient pour Clara. Il lui montra des vidéos de ses premiers pas, de ses anniversaires, des moments de bonheur qui s'étaient arrêtés net à ses 9 ans. « Vous étiez une petite fille joyeuse », dit-il un soir en regardant un film de vacances en Normandie. Toujours en mouvement, toujours curieuse de tout. Élodie observait cet enfant qu'elle avait été, cherchant dans ses gestes des signes de continuité. Solange disait que j'étais trop énergique, qu'il fallait que j'apprenne à me calmer. Maintenant, je comprends. Elle avait peur que ma nature se rappelle à votre souvenir. Votre nature n'a pas changé, constata François avec tendresse. Vous l'avez juste canalisée différemment? Cette énergie de petite fille, je la retrouve dans votre façon de vendre vos glaces, de vous battre pour survivre. Un matin, François prit une décision qui allait changer leur vie. Il convoqua Élodie dans son bureau, non plus comme employée de nettoyage, mais comme sa fille. « J'ai une proposition à vous faire », dit-il en sortant des documents de son coffre. « L'Empire de la Croix vous appartient autant qu'à moi. Vous êtes mon héritière légitime. » Élodie recula, effrayée. « Je ne veux pas de votre argent. Je ne sais même pas si je veux porter votre nom. »« Il ne s'agit pas d'argent, » insista François. « Il s'agit de justice, de reconnaissance. Vous avez été privé de vos droits pendant 18 ans. Et que ferais-je de tout ça ?» demanda Élodie en désignant les gratte-ciel visibles depuis la fenêtre. « Je ne connais rien aux affaires, rien à votre monde. » François sourit. « Vous connaissez quelque chose de plus important. La vraie valeur de l'argent. Vous savez ce que c'est que de se battre pour survivre. Cette expérience vaut tous les diplômes de commerce du monde. » Élodie réfléchit longuement. Une partie d'elle était tentée par cette sécurité financière qu'elle n'avait jamais connue. Mais une autre partie résistait. Fidèle aux valeurs que Solange lui avait inculquées, « J'accepte, mais à une condition, » dit-elle finalement. « On transforme une partie de votre entreprise. Au lieu de construire uniquement des bureaux de luxe, on crée aussi du logement social. On aide les gens comme moi, ceux qui galèrent pour joindre les deux bouts. » François la regarda avec admiration. « Solange vous a bien élevée. »« Et j'aimerais garder mes glaces, » continua Élodie. « Pas comme un hobby de riche qui s'ennuie, mais comme une vraie entreprise sociale. On embauche des femmes en difficulté. On leur donne une chance de s'en sortir. »« Les glaces de Clara, » proposa François. Élodie secoua la tête. « Les glaces de Solange, pour que son nom soit associé à quelque chose de beau, pas seulement à l'enlèvement. » Ils passèrent les semaines suivantes à élaborer ses projets. François découvrait le plaisir de donner du sens à sa fortune, tandis qu'Élodie apprenait les rouages du monde des affaires. Leur relation évoluait naturellement, mélange d'affection familiale et de respect mutuel. Un jour, en rangeant les affaires de Solange, Élodie trouva une dernière surprise, un carnet intime que sa mère adoptive avait tenu pendant toutes ces années. Les dernières pages étaient particulièrement émouvantes. « Ma chérie grandit et devient une femme merveilleuse. Chaque jour, je me dis que François serait fier d'elle. Elle a sa détermination, son intelligence, mais aussi une douceur que la vie difficile n'a pas entamée. Je prie pour qu'un jour, ils puissent se retrouver et apprendre à s'aimer malgré tout ce qui s'est passé. J'ai fait tant d'erreurs, mais élever Clara restera la plus belle chose de ma vie. Elle m'a appris ce qu'était l'amour inconditionnel, le vrai. J'espère qu'elle me pardonnera mes mensonges quand elle découvrira la vérité. » Élodie referma le carnet, les larmes aux yeux. Ce soir-là, elle l'apporta à François. « Lisez, » dit-elle simplement. Quand François eut terminé sa lecture, il leva les yeux vers sa fille. « Solange vous aimait vraiment. Et moi, j'apprends à l'aimer aussi, rétrospectivement, pour tout ce qu'elle vous a donné.
Elle aurait été fière de nous voir aujourd'hui, murmura Élodie. Ensemble. En train de construire quelque chose de beau avec toute cette douleur. François acquiesça. Les glaces de Solange et la Fondation Clara, deux façons d'honorer celles qui nous ont aimés. Dehors, Paris s'illuminait dans la nuit, une ville où une famille brisée apprenait à se reconstruire, où la vengeance cédait place au pardon, où l'amour triomphait finalement de la haine. 6 mois plus tard, le parc des Buttes Chaumont résonnait d'une animation inhabituelle. Une foule bigarrée s'était rassemblée autour d'un petit pavillon coloré où trônait une plaque dorée, Fondation Clara de la Croix, pour que chaque enfant retrouve sa famille. À côté, une carriole de glace rutilante arborait fièrement l'inscription « Les glaces de Solange », entreprise sociale. François, en costume sombre mais détendu, observait avec fierté sa fille qui s'affairait autour du stand. Élodie portait un tablier brodé du logo de leur fondation, ses cheveux châtains relevés en chignon, un sourire radieux illuminant son visage. Autour d'elle, une dizaine de femmes en uniforme coloré servaient des glaces aux enfants présents, toutes employées de leur entreprise sociale. Mesdames et messieurs, prit la parole François face aux journalistes et aux personnalités venues pour l'inauguration. Il y a 1 an, je cherchais encore ma fille disparue. Aujourd'hui, non seulement je l'ai retrouvée, mais ensemble, nous transformons notre tragédie personnelle en espoir pour d'autres familles. Marie Marchand se tenait dans le public, accompagnée de ses enfants qui regardaient les glaces avec envie. À côté d'elle, Marcel Dubois, le détective qui avait permis les retrouvailles, semblait ému aux larmes. Élodie prit le relais de François au micro improvisé. La Fondation Clara n'aurait jamais vu le jour sans une femme extraordinaire, Solange Martin, celle qui m'a élevée, aimée, et qui a consacré ses dernières forces à me ramener vers ma vraie famille. Cette fondation porte mon nom, mais son âme, c'est Solange qui l'a façonnée. Dans le public, un homme âgé aux cheveux blancs essuya discrètement une larme. C'était M. Dubois, l'ancien voisin de Solange en Normandie, venu spécialement pour l'occasion. Il se souvenait de cette femme discrète qui élevait seule une petite fille, travaillant jour et nuit pour lui offrir le meilleur. Nos glaces de Solange, continua Élodie, emploient aujourd'hui 15 femmes en difficulté, Fatima, qui m'a formée au nettoyage, en est la directrice. Chaque parfum raconte une histoire de résilience. Chaque vente finance nos recherches d'enfants disparus. Fatima s'avança, rayonnante dans son uniforme de directrice. Élodie m'a proposé ce poste. Quand elle a découvert sa véritable identité, elle aurait pu m'oublier. Mais elle se souvient d'où elle vient. C'est ça, la vraie noblesse. François reprit la parole, sa voix légèrement tremblante d'émotion. Notre fondation a déjà permis de retrouver 3 enfants disparus en 6 mois, mais au-delà des chiffres, nous avons appris quelque chose d'essentiel. L'amour ne connaît pas de frontières biologiques. Solange n'était pas la mère biologique d'Élodie, mais elle l'a aimée avec une sincérité absolue. Un journaliste leva la main. « Monsieur Delacroix, comment vivez-vous le fait que votre fille ait été élevée par sa propre kidnappeuse ?» François échangea un regard avec Élodie, qui hocha la tête pour l'encourager à répondre. Au début, j'étais en colère. Puis j'ai compris que Solange était autant victime que coupable. Elle a payé son erreur de jeunesse en consacrant sa vie entière à réparer le mal qu'elle avait causé, et grâce à elle, j'ai récupéré une fille extraordinaire, forgée par l'adversité mais non brisée par elle. Élodie s'approcha du micro. Solange m'a appris que la famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour qu'on se porte. Aujourd'hui, j'ai 2 pères en quelque sorte. François, qui m'a donné la vie, et le souvenir de Solange, qui m'a donné l'amour. Mon cœur est assez grand pour les 2. La cérémonie se poursuivit par une dégustation des nouvelles saveurs créées par Élodie. Chaque parfum portait un nom symbolique. Espoir vanille, pour les familles en recherche. Chocolat retrouvailles, pour celles qui se reconstruisent. Fraise nouvelle vie, pour les enfants qui recommencent. Un peu à l'écart, une femme d'une 60aine d'années observait la scène avec attention. Cheveux gris, visage marqué par la douleur. Elle tenait à la main une photo jaunie. C'était Céline, la sœur de Marie, venue de Rennes pour l'occasion. Elle s'approcha timidement d'Élodie. « Excusez-moi, je suis Céline Marchand, la fille d'Hélène. » Élodie abandonna immédiatement ses invités pour se concentrer sur cette femme qui faisait partie de son histoire familiale complexe. « Ma mère m'a parlé de vous avant de mourir, » continua Céline. « Elle voulait que je vous dise... » Sa voix se brisa. «
Que vous pardonner l'avait aidé à mourir en paix. Élodie prit spontanément Céline dans ses bras. Votre mère a commis une erreur, mais elle l'a payée au centuple. Et grâce à elle, j'ai eu Solange. Il n'y a rien à pardonner. Il y a juste à se souvenir que nous sommes famille. François les rejoignit, ému par cette réconciliation inattendue. Vous êtes les bienvenus dans notre nouvelle famille. Pierre, votre frère, fait partie de notre histoire maintenant. Céline sortit la photo qu'elle tenait. Pierre adolescent, souriant devant une voiture qu'il réparait. Il aurait été fier de vous voir aujourd'hui. Il rêvait d'avoir des frères et sœurs. La journée se termina par une surprise qu'Élodie avait préparée en secret. Elle conduisit François vers un coin du parc où trônait un nouveau banc, avec une plaque de bronze gravée, à la mémoire de Marguerite de Lacroix, mère aimante, et de Solange Martin, mère de cœur, deux femmes qui ont aimé Clara plus que tout. François s'effondra sur le banc, submergé par l'émotion. « Vous avez pensé à votre vraie mère ? J'ai deux vraies mères », corrigea doucement Élodie en s'asseyant à côté de lui. « Celle qui m'a portée et celle qui m'a élevée, elles méritent toutes les deux d'être honorées. » Au coucher du soleil, alors que les derniers invités partaient, François et Élodie restèrent seuls près du lac où tout avait commencé. Les canards nageaient paisiblement, indifférents au drame humain qui s'était joué autour d'eux. « Vous savez ce qui me frappe le plus », dit François en observant les reflets dorés sur l'eau. « Quoi ? Solange vous a ramené exactement au même endroit où nous venions nourrir les canards quand vous étiez petite, comme si elle voulait boucler la boucle. » Élodie sourit. Elle m'a dit un jour que les vrais cercles de la vie ne se ferment jamais vraiment. Ils s'élargissent, incluent de nouvelles personnes, de nouveaux amours. François sortit de sa poche la photo originale, celle qui avait tout déclenché. Cette image nous a séparés, puis réunis. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Élodie réfléchit, puis eut une idée. On en fait le logo de notre fondation, pour montrer que parfois, il faut perdre sa famille pour la retrouver vraiment. Ils se levèrent, main dans la main, et se dirigèrent vers la sortie du parc. Derrière eux, les lumières de Paris s'allumaient une à une, éclairant une ville où l'amour avait triomphé de la haine, où le pardon avait vaincu la vengeance. En passant devant l'ancienne place de sa carriole, Élodie eut une pensée émue pour Solange. « Merci », murmura-t-elle vers le ciel. « Merci de m'avoir aimé assez fort pour me rendre à ma vraie place. » François entendit et serra plus fort la main de sa fille. « Et merci de nous avoir appris que l'amour véritable, c'est parfois savoir lâcher prise. » Ils quittèrent le parc des Buttes-Chaumont, comme ils y étaient entrés des mois plus tôt, séparément. Mais cette fois, ils repartaient ensemble, portés par l'espoir et la certitude que leur histoire, née dans la douleur, s'épanouirait désormais dans la joie de servir les autres. Au loin, dans le ciel parisien, les premières étoiles brillaient, comme autant de promesses que les glaces de Solange, et la Fondation Clara continuerait longtemps à réchauffer les cœurs et à réunir les familles. L'amour avait gagné,